Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités. D'abord, on souhaite la bienvenue à Slimane Lawari. C'est votre premier CPP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'inviter. Et j'espère que c'est pas votre dernier CPP, comme le dernier livre. Voilà. Bonsoir. Hamid Green, il faut le dire. Voilà, qui a sorti récemment son dernier livre, Clandestine. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Non. Très bien. Bonsoir Hassan Radi. Bonsoir. Bonsoir Hassan Wali. Bonsoir. Journaliste à Al-Watan. Bonsoir Mohamed Iwanouran, vous êtes journaliste à TSA. Bonsoir. Merci d'être venu. Le CPP commence comme chaque semaine, comme chaque mercredi soir avec la question habituelle. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous Hassan. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Indiscutablement, Alger, citadelle assiégée. Citadelle assiégée, c'est le bon mot. Et Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alger, toujours Alger, mais comme on va parler, j'imagine, de la citadelle assiégée, je vais parler de la citadelle libérée. Aujourd'hui, la place des Martyrs s'est ouverte au public. Elle était fermée au public depuis plus de 10 ans. Et il va bientôt y avoir l'inauguration de la ligne de métro qui arrive jusqu'à la basse Casbah. C'est une très très belle nouvelle. Ça va permettre de renouer avec la beauté de cette partie d'Alger qui est la partie historique de la ville. Je suis très content de la réouverture de la place des Martyrs. Une place des Martyrs trop longtemps fermée. Trop longtemps. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Mohamed Iwanouran? Moi, c'est beaucoup plus des commentaires qu'a suscité cette grève des médecins, de la part surtout de nos confrères. C'est dommage. Maintenant, le droit de grève en Algérie n'est plus un acquis. C'est vraiment une régression. Une régression, voilà. Slimane Lawari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? À part l'absence de Abed Sharif. Vous parlez d'image, moi, en fait, c'est une image qu'on n'a pas eue, qui m'a marqué. C'est laquelle? C'est l'image des policiers débarquant des médecins des trains. Non seulement c'est une atteinte aux libertés politiques, aux libertés syndicales et aux libertés de revendication, mais c'est aussi maintenant, c'est une atteinte aux libertés de circuler du citoyen. Absolument. Parce que les médecins qui ont débarqué des trains venus d'Annaba dans une gare quelque part à l'est du pays, c'est une image atroce. Et nous commençons donc la première partie, grâce à vous, Slimane Lawari, sur cette question du mouvement social qui bouge depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois en Algérie. Il y a eu énormément de grèves. Il y en a celles qui ont été médiatisées, comme celle des médecins résidents, avec des images qui ont fait le tour du monde de ces médecins touchés à la tête. Il y a aussi la grève surprise du personnel de Bord Air Algérie, sans oublier cette grève qui fait trembler au plus haut sommet de l'État, celle des retraités de l'armée et de la garde républicaine, puisqu'ils ont été, il y a quelques années, les seuls à pouvoir arriver jusqu'aux portes de la présidence Al-Mouradia, qui avait mis à cette époque les responsables dans une colère noire. Vous disiez, Hassan, l'année 2018, c'est l'année de la colère sociale. Est-ce que ce mois de janvier nous prouve que c'est vraiment une année de colère? Indéniablement, à mon avis, on entame l'année 2018 avec de la colère sociale, de la contestation, de la mobilisation, des mouvements de grève, qui était prévu. Tous les acteurs politiques, tous les intervenants dans le débat public mettaient en garde, en tout cas, contre une colère sociale, parce que d'abord, c'est l'entrée en vigueur d'une loi de finances qui marque un tournant de rigueur, d'austérité assumée, et parce que
beaucoup de secteurs publics ont atteint un stade très avancé de dégradation en matière d'équipement, en matière de salaire, de conditions de travail, de conditions de vie des travailleurs dans différents secteurs. Et parce qu'aussi, troisième élément, c'est une année politique charnière. C'est là où les catégories sociales tentent de peser dans le débat, ou plutôt dans l'avant-débat sur la présidentielle. Ils veulent exister, en tout cas politiquement et socialement. Hassan Radé, une dizaine de préavis de grève. Le mouvement social est très chaud actuellement. Est-ce que le gouvernement a la solution? Est-ce que le gouvernement va jouer le pourrissement? Parce que nous sommes à moins d'un an d'une élection présidentielle cruciale, il ne faut pas l'oublier. Enfin, pour le moment, le gouvernement, la solution qu'il a, c'est celle qu'il a déployée, c'est la répression. Il y a une tentative de discussion avec les résidents au niveau du ministère de la Santé, mais on a vu que ça n'avait toujours pas débouché. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a, tout à l'heure, Mohamed Iwanouran a dit que le droit de grève était en train d'être mis en cause. C'est un enjeu très, très important. Les Algériens qui rentrent en grève, qui ont encore un pouvoir de négociation. Parce que tant qu'on est en configuration tant qu'on est une corporation, qu'on n'est pas encore très atteint dans ses acquis et qu'on n'est pas déstabilisé, on peut lutter. C'est important. Donc, c'est normal que les luttes se déclenchent maintenant. C'est-à-dire que c'est même des luttes préventives. On voit bien que l'inflation est en train d'éroder le niveau de vie des Algériens, leur pouvoir d'achat. Et donc, toutes les corporations qui ont une capacité de négociation, le personnel navigant d'Air Algérie et d'autres demain, vont déclencher des mouvements pour essayer de négocier en position de force. Cette situation-là, j'ai le sentiment que le pouvoir ne s'y était pas préparé. Pensez qu'il est en train de lisser un petit peu lentement le pouvoir d'achat, suffisamment lentement pour qu'il ne soit pas en face d'un mouvement de ce type, d'où la prudence par rapport aux subventions, au démantèlement et au changement de modèle de subvention, passer de la subvention universelle à la subvention ciblée, c'est qui est dans le pipe mais qui n'est toujours pas arrivé. Et donc, je pense que le gouvernement est un peu surpris. Donc, le premier réflexe, c'est toujours le même. Il est répressif. Il y a cet enjeu essentiel, empêcher les mouvements sociaux de s'exprimer à Alger. À mon avis, c'est une vraie question de savoir s'ils pourront le faire pendant très longtemps en 2018. Et puis derrière, peut-être que sectoriellement, il y aura des possibilités de désamorcer ces mouvements-là. Mais ça va être très difficile. Ça va être au cas par cas. Et en tous les cas, ça ne va pas changer le climat général. Le climat général, c'est celui de la mobilisation sur le front social. Mobilisation complète selon vous, Slimane Lawari. Est-ce que les Algériens sont assez mobilisés, même si le gouvernement a toujours le même discours? Eh bien, c'est la crise économique, on n'a pas d'argent, et cela n'empêche pas le fait qu'il y ait plusieurs préavis de grève et que la revalorisation salariale, eh bien, revient toujours sur la table des revendications. Je ne sais pas s'il y a une grande mobilisation, mais en tout cas, il y a des colères latentes. Je n'ai pas d'informations précises sur les préavis de grève, mais il y a quand même. Nous sommes un pays où nous sommes jamais en cours de raison d'être en colère. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a pour deux raisons. La première raison, c'est que les gouvernants n'ont plus les ressources financières de calmer les choses. La deuxième, c'est l'absence de représentation syndicale, qui est quand même effarante. Toutes les colères sociales, toutes les tentatives de manifestation, toutes les revendications se sont faites en dehors, depuis un moment, en dehors de l'UGTA. C'est quand même effarant, cet alignement quasi systématique sur les positions du pouvoir. Et je crois que le pouvoir est en train de se faire du mal aussi, parce qu'il a besoin aussi de représentation syndicale. Il a besoin d'un syndicat qui a un minimum de crédibilité, d'abord pour pouvoir négocier, et ensuite pour se donner une image. Donc c'est ça l'inquiétude. Et les mouvements organisés peuvent toujours déraper vers des choses imprévisibles. Vous êtes d'accord, Mohamed Iwanouran? Il n'y a pas de vrai syndicat aujourd'hui qui puisse représenter les travailleurs, qui puisse être un interlocuteur avec le pouvoir, puisque l'UGTA a choisi de s'aligner. Il y a beaucoup de syndicats autonomes maintenant qui se sont imposés depuis des années. Même si le pouvoir continue à ignorer ces syndicats, ils sont là, mais malheureusement, ce sont des syndicats, et plusieurs syndicats en plus,
qui représentent des catégories professionnelles bien déterminées, c'est-à-dire le secteur de la santé, l'éducation. Ce n'est pas un mouvement élargi à toutes les catégories sociales, à toutes les catégories professionnelles. Il n'y a pas que ça. Bon, la contestation sociale, elle date maintenant de plusieurs années. Ce n'est pas une spécificité de l'année 2018 ou du mois de janvier de 2018. On a l'impression que le pouvoir, après avoir joué la division au niveau politique, c'est-à-dire monter les différents courants politiques les uns contre les autres, maintenant il est en train de monter les catégories sociales les unes contre les autres. Il y a les médecins qui font grève, les malades, ils sont abandonnés. Les malades sont abandonnés. Les enseignants sont en grève, c'est les élèves qui sont abandonnés. Les Air Algérie sont en grève, c'est les passagers qui sont abandonnés. Il y a une contestation, il y a on essaye de mobiliser les gens contre ces mouvements de grève. Ça peut marcher si ces grèves continuent à être comme ça, des grèves sectorielles. S'il n'y a pas un mouvement social qui peut fédérer tous ces syndicats-là, ça peut marcher quand même. En tout cas, c'est révélateur un autre élément qui révèle l'ampleur, la profondeur de la crise politique et économique. Ça découle ces mouvements de contestation. La crise touche maintenant les Algériens, travailleurs, chômeurs, retraités. Toutes les conditions sociales sont touchées aujourd'hui. Et Slimane l'a bien fait de le souligner, c'est que le gouvernement, à force de diaboliser les organisations sociales, les syndicats, les associations, toute possibilité de regroupement, elle est diabolisée. Il se retrouve face à des masses dans la rue qui occupent les espaces publics sans capacité de négociation, parce qu'aujourd'hui ils vont négocier avec quoi, et qu'est-ce que le gouvernement peut mettre sur la table de négociation. Jusque-là, on va, ça a été un peu toujours, en tout cas, la méthode choisie par les différents gouvernements, c'est la répression policière. On a vu ce que ça a donné à Gardaya, et ça peut se reproduire parce que, à un moment donné, la répression mène à l'impasse. C'est pas une solution. Ils ont, pendant longtemps, ils continuent à le faire, à utiliser les mosquées. On entend les prêches du vendredi, disant que les grèves c'est pas licite d'un point de vue religieux, la mobilisation n'est pas une bonne chose, la contestation des autorités n'est pas une bonne chose d'un point de vue de la religion. Même ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les gens vont faire la prière du vendredi, mais le dimanche, ils n'ont pas de quoi se payer la baguette du pain, n'ont pas de quoi s'acheter le sachet du lait pour leurs enfants. Donc aujourd'hui, soit il doit y avoir un minimum de rationalité au sein du gouvernement, de dire qu'il y a un vrai problème, il y a le feu, on la demeure, il faut qu'on l'aborde, et que le Premier ministre prend la décision de dire on va pas réprimer ces mouvements parce que ça va pas se résoudre comme ça. Négocier avec ces mouvements. Soit on va vers un affrontement permanent qui va durer jusqu'à 2019. Et à ce moment-là, ça va se répercuter sur les rapports de force interne du pouvoir, parce que il y a certains qui commencent à se dire ces grèves ne sont pas spontanées, elles sont suscitées, elles sont provoquées dans la perspective de se repositionner, de négocier des rapports de force à l'intérieur. Il y a aussi bien sûr, vas-y. Je voudrais préciser que je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de syndicats représentatifs. Il y a dans des secteurs, la santé, l'éducation, l'administration publique, il y a des syndicats vraiment représentatifs. Mais ce n'est pas les syndicats qui ont les plus de tradition, qui ont plus d'ancrage dans le tissu d'activité. Est-ce qu'ils sont sur radicaux? Surtout, ils ne sont pas dans le secteur économique. Ils ne sont pas dans le secteur économique. Et privé aussi. Bon, en un mot, hein, dans ma culture communiste d'il y a 20 ans, on dit tant que le secteur ouvrier industriel n'a pas bougé, il n'y a pas le feu. Parce que c'est lui qui pèse, et c'est une réalité, ne t'en déplace, faut t'en sourire. Octobre 88 a démarré à Rouiba. Grève, SNVI et toute la zone industrielle, et c'est
ça crée tout de suite. Le secteur économique aujourd'hui il est dominé par le secteur privé. Absolument. C'est une donne. N'est pas du tout absolument. C'est une donne très importante du climat social. Et pour le moment, le privé n'est pas. Le privé est touché. Souvent, ceux qui travaillent dans le privé ont quelqu'un qui travaille dans le public, dans la famille. Donc, c'est par ces interconnexions qu'on est sensible à la réaction du pouvoir. Un mot sur la réaction du pouvoir. Elle est extrêmement liberticide. Elle est excessivement liberticide. On a parlé tout à l'heure des médecins débarqués des trains. On parle des barrages filtrants à l'entrée d'Alger. Oui, donc, on avait parlé de la gestion sécuritaire. Vous parlez maintenant de la gestion sécuritaire de la crise. Gestion sécuritaire, oui. Et donc, on a perturbé Internet aujourd'hui à Alger, centre. Et à chaque fois qu'il y a une activité, on perturbe Internet la mobile pour éviter que les gens du côté de la place 1er mai, là où il se passe, on est quasiment... C'est impossible d'envoyer une photo par Twitter ou par autre moyen. Et donc... C'est un coût qui est imposé à l'activité économique à Alger, parce que quand on bloque Alger, on bloque l'activité économique. Donc en fait, on va bientôt créer une ambiance de grève générale. Donc la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on va pas finalement empirer le front social avec ce type de comportement? Voilà. Est-ce que c'est juste un rappel, il faut qu'on le dise que empêcher les grèves à Alger, les mobilisations à Alger est anticonstitutionnel. C'est une décision qui dure depuis 2001, mais qui n'a son fondement légal, son fondement juridique. Est-ce la bonne gestion aujourd'hui du pouvoir, puisque vous parlez d'une gestion sécuritaire? Comme vous venez de dire, beaucoup de militants politiques ont mis l'accent sur le caractère anticonstitutionnel de cette décision. Pourquoi est-ce que depuis 2001, personne n'ose revenir sur ces décisions? On a le droit de manifester partout. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui à Alger. Vous avez parlé d'un contrôle aux faciès, notamment à Annaba, où on empêchait les gens de venir en Algérie. Qui prend ces décisions? De venir à Alger. Oui, de venir à Alger. Ça n'a rien à voir avec les manifestations. Non, de venir à Alger, comment? Ça n'a rien à voir avec manifester. Il s'agit du droit de circulation, de la liberté de circulation. De quel droit on empêche un Algérien de venir, ou de demander à un Algérien à Constantine où vous allez? Je suis à Constantine, je suis médecin, automatiquement on me fait descendre du train ou du bus parce que Comment je ne sais pas comment expliquer ça. Comment expliquer le caractère radical de cette gestion sécuritaire? Est-ce que c'est le début? Est-ce que le gouvernement va revenir à de bons sentiments? Ou est-ce que le gouvernement décide d'aller vers l'affrontement? Parce qu'on est bien d'accord. Est-ce que vous considérez que la manière de gérer de manière sécuritaire et radicale, est-ce que c'est une manière d'aller à l'affrontement? C'est pas une manière de gérer. De toute façon, le pouvoir s'est toujours fait de ses bunkers. Hein. C'est pas nouveau. Il faut juste il faudra commencer par fermer le club des bains. Si on parle de gestion, il faudra commencer par former le privé. Il faut rappeler. Tu veux mettre M. Melzi au chômage? Bon, il part en retraite. Il est en âge depuis longtemps de prendre sa retraite. Et puis, je voudrais rappeler dans quelles conditions est intervenue l'interdiction de marcher à Alger. C'était suite à la marche du mouvement de Kabylie. Et sur quel nerf le pouvoir avait joué à l'époque. C'est affreux. 14 juin 2001. C'est toujours affreux. Il y a eu un officier de police qui a demandé aux habitants du champ de manœuvre du 1er mai de défendre leur ville. Leur ville contre les assaillants kabyles. Donc, je pense qu'un pouvoir qui a fait ça, il va pas. Non, mais il faut juste dire que le gouvernement réagit de cette manière parce qu'il est dans une peur panique. Ils savent pas comment faire. C'est pas, Slimane l'a bien dit, c'est même pas bien pour le gouvernement, c'est pour son image. Réprimer réprimer des médecins à l'intérieur même de l'hôpital, ça renvoie l'image d'un pays quand même, pas du tiers-monde, mais je ne sais quel monde appartient ce type de comportement politique. La préservation d'Alger, il va pas et Alger risque de se soulever. Les habitants d'Alger risquent de se soulever si on continue comme ça. Hein. Et ce qui est tragique, c'est un gouvernement qui peut négocier avec des supporters violents à Alger, mais pas avec les médecins, pas avec les enseignants, pas avec les fonctionnaires de l'administration, pas avec les avocats, pas avec les notaires, pas avec tous ceux qui posent de sérieux problèmes et qui viennent avec des solutions. C'est des gens qui viennent, qui veulent
contribuer à apporter des solutions aux problèmes que vit le pays. Ils fonctionnent comme ça depuis longtemps. Il faut le dire. Ils ont fonctionné avec les disponibilités à la soumission et à l'alignement, et ils ont discuté avec des gens selon leur capacité de nuisance. Le gouvernement a quand même négocié avec le personnel de Border Algérie pour éviter la paralysie. Est-ce qu'on peut dire que les médecins résidents ne sont pas assez puissants pour pouvoir paralyser le secteur comme c'est un secteur névralgique? Il y a eu des secteurs où le gouvernement a fait marche arrière, notamment chez Air Algérie. Donc, est-ce que c'est une différence aussi de secteur et de pouvoir de paralysie? On l'a bien observé en 2011 quand la pression était encore plus grande parce que dans un contexte régional explosif avec les insurrections en Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, il y avait le risque de contamination. À ce moment-là, le gouvernement avait négocié avec tous les corps sociaux, sauf avec les politiques. Il empêchait l'accès à la place du 1er mai. Mais il avait négocié il avait en face de lui une bombe sociale. Pour mieux la contrôler, il fallait plutôt la désamorcer. Il négocie avec certaines catégories et il réprime d'autres. Il joue sur la division, mais en tout cas, il n'a fait que reporter les problèmes. Alors, vous avez dit, Hassan, qu'il y avait une dizaine de préavis de grève pour le moment. Il faut préciser que nous sommes à moins d'un an d'une élection présidentielle. On l'a dit dans le dernier Café Presse Politique. Est-ce que nous sommes dans une période où le gouvernement, en fait, il va tout accepter, il va répondre à toutes les revendications parce que il doit absolument gagner en popularité d'ici l'élection présidentielle? Abdel Sharif l'a dit ici même, il reste encore un peu d'argent pour acheter la paix sociale. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il reste encore de l'argent pour acheter la paix sociale, du moins pour une année? Cela me semble difficile. Il y a une loi de finances qui a été votée, qui a voté quand même une baisse minime, mais une baisse quand même du budget de fonctionnement. Donc, le premier obstacle dans une négociation, c'est notamment quand il s'agit des pouvoirs publics et que ça dépend du trésor et des décaissements prévus, c'est oui, je veux bien, mais j'ai pas le budget pour vous augmenter. Bon, dans le cas des entreprises publiques style Air Algérie, la marge de négociation est plus large parce que Air Algérie peut décider, ils ont l'autonomie pour le faire, d'augmenter une catégorie de... Les déficitaires. Hein. Oui, mais ils peuvent le décider. Donc après, faire appel à une rallonge et à une subvention publique. Donc moi je pense que la marge elle est pas si importante que ça, et de toute façon le mécanisme, la chaîne de décision entre le moment où se déclenche un mouvement, le moment où on décide de le réprimer et le moment où on finit par répondre positivement à une partie des revendications, il s'écoule tellement de temps pour que le climat change et pour que après on n'ait pas le sentiment d'avoir préservé ce sort de consensus autour de la paix sociale, etc. On aura déjà altéré la paix sociale. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas possible. À mon avis, la marge de manœuvre sera limitée. L'autre volet qu'il faudra observer, c'est la possibilité de ce mouvement-là de converger dans une centrale syndicale parallèle. À chaque fois qu'il y a eu de grandes poussées comme ça, il y a eu cette tentative de faire converger, de créer une autre centrale syndicale, parce qu'il y a suffisamment de syndicats indépendants. Et je pense que à terme, si l'UJTA n'est pas prêt de bouger, de changer de nature dans le court terme, mais à mon avis c'est très mal parti, il y a cette possibilité de l'émergence d'une intermédiation d'un autre type, et le gouvernement serait bien nommé, bien habile de laisser faire, parce que ça lui permettrait d'avoir un interlocuteur de respectable. Mohamed Iwanouran, il est fini ce temps-là, en 2011 notamment, où l'État pouvait acheter la paix sociale, et on se rappelle après le printemps arabe que l'État avait vraiment acheté la paix sociale avec une série d'augmentations de salaire, de revalorisation. Aujourd'hui, le gouvernement est au pied du mur? Non, je pense que le pouvoir a acquis assez d'expérience maintenant dans la gestion des manifestations par la répression, comme l'a dit. Même le seul moyen pour que ce mouvement social paye, c'est qu'il soit généralisé, qu'il touche à toutes les catégories sociales. Ça ne sera pas des mouvements corporatistes. Tant que ce sont des mouvements comme ça qui touchent à des secteurs professionnels bien déterminés, ça ne gênerait pas le pouvoir dans sa stratégie.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça met en difficulté les décideurs. Concrètement, dans la réalité des choses. De loin, on peut dire oui, le pouvoir est un bloc. Il s'en fout, il le réprime, il envoie la police et puis il est tranquille. Je ne le pense pas. Et ce qu'on peut relever dans ce qui se passe à la faveur de cette contestation, c'est qu'il n'y a pas une cohérence gouvernementale. Le Premier ministre, qui est responsable de la sécurité, donc c'est lui qui est responsable de la répression, et on ne l'entend pas parler. Le Premier ministre, je parlais du ministre de l'Intérieur plutôt. Le Premier ministre, il ne s'exprime pas directement sur le sujet. Les ministères concernés ne font rien. C'est-à-dire aujourd'hui, les médecins résidents, ils ne demandent pas la lune. Si le ministre décide de discuter avec eux de la considération pour ces gens-là, il pose des problèmes sérieux de manière objective. Est-ce que le gouvernement, le ministère peut prendre en charge leurs revendications ou pas? C'est un débat, mais les médecins résidents posent un vrai problème. Ils demandent d'abord de la considération, qu'on discute avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? C'est pareil pour les anciens rappelés de l'armée. Ça fait depuis des années qu'ils manifestent. Et c'est quand même tragique parce que c'est des gens qui a perdu. C'est les retraités de l'armée. C'est des rappelés, ceux qui étaient rappelés. Mais c'est quand même ce qui est terrible, c'est que ce sont des gens qui viennent manifester avec une jambe amputée, une main coupée. Ils sont tous handicapés, ces gens-là. Et on leur envoie la police, la répression, on les réprime. C'est quand même, c'est un État, c'est un gouvernement qui abandonne ou qui lâche de la police contre une force auxiliaire, contre une catégorie de gens à qui on avait fait appel quand l'État était à terre pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, au lieu de les porter au Panthéon, on les réprime. Une question qu'on pourrait se poser, parce que c'est en train de devenir dense, ces mouvements-là, et il faut s'attendre à ce que ça continue. De ce point de vue, le Café Presse a pronostiqué juste que 2018 se ferait sous le sceau de la montée des mouvements sociaux. Un gouvernement qui réfléchit, un gouvernement de réforme, un gouvernement d'ouverture, aujourd'hui, il aurait tout intérêt à légaliser les marches à Alger, à donner un parcours légal, donner des autorisations, permettre à chaque expression de colère de s'évaluer, faire porter la responsabilité aux organisateurs sur la sécurité. Il y a des parcours, ils sont connus, place 1er mai, Parlement, place des Martyrs, et peut-être absorber ce mécontentement de cette manière-là. Ça donnerait une respiration au pays. Après, les responsables de chaque secteur pourraient évaluer. Ceux qui mobilisent beaucoup, il faudra parler plus avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas réellement le domaine sécuritaire qui gêne le pouvoir. Voilà. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un vrai risque de... Voilà, pourquoi on s'arrête? Ce n'est pas le sécuritaire qui gêne réellement. Et ça, s'ils ouvrent la possibilité de marcher, de manifester à Alger, ça va déborder, ça va prendre ensuite, ça va devenir un mouvement politique par la suite. Ça c'est clair. C'est ce qu'il. Est-ce que c'est si sûr que ça? Aujourd'hui, Hassan a bien fait de parler de ça. Aujourd'hui, on célèbre le 28e anniversaire d'une grande mobilisation à Alger. Il y avait plus de 200 000 personnes. C'est le MCB, le 25 janvier 90, avec la remise du rapport de synthèse du deuxième séminaire du MCB. C'était Matou Blounès qui avait remis le rapport au président de l'Assemblée nationale. Visiblement, il leur avait dit, si vous aurez le temps, lisez un peu ce qu'il y a dans ce rapport, mais visiblement ils n'ont rien lu depuis. Ça se passait en plus. 90, c'était la montée du fils qui était quand même concurrent et menaçant. On pouvait organiser des manifestations pacifiques avec 100 fois plus les mobilisations d'aujourd'hui. C'est 100 000, c'est 200 000 personnes et il se passait rien de grave à Alger. Mais en tout cas, le pouvoir pouvait identifier les véritables acteurs politiques, les véritables acteurs sociaux avec qui il pouvait négocier ou qui ne pouvaient pas négocier. En tout cas, on pèse les forces politiques, les forces sociales. Aujourd'hui, à force de casser les partis politiques, de les affaiblir, de les dynamiter de l'intérieur, à force de casser du syndicat, à force de casser des associations, à force de diaboliser des personnalités publiques sérieuses, finalement, on finit par casser tous les interlocuteurs sérieux dans ce pays. Et ce qui risque de se passer malheureusement dans ce cas de figure, c'est que la prochaine grande marche à Alger partira d'où?
partira des mosquées. Parce que c'est le lieu, j'enlève les stades, parce que les stades, ça, c'est pas toujours, c'est pas des revendications bien précises, même si c'est anti-pouvoir, mais les mosquées, ça peut être le lieu de départ, sur la question de l'Quds, ça s'est pas fait cette fois-ci, ça peut se faire la fois suivante, sur des questions de ce type-là. Demain, il y a un illuminé qui brûle un mushaf en Espagne ou je sais pas où, on peut avoir des mouvements comme ça. Je dois juste souligner un truc parce qu'on l'a observé depuis quelques années. Le comportement de la police face aux islamistes quand ils sont dans la rue, ils tremblent. Dès qu'il y a des islamistes, dès qu'il y a des barbus dans la rue, ils tremblent. Capacité de nuisance, toujours. Ils tremblent. Ils tremblent aussi devant les supporters d'Al-Harraj et du Mouloudia, Voilà, je te rassure. Merci à vous, c'est la fin de cette première partie. Ça m'a étonné, Ihsan et les autres, que vous n'ayez pas réagi en tant qu'image de la semaine à la dernière conférence de presse d'Ahmadou Yahya, quand il a notamment dit qu'il ne comprenait pas comment les gens pouvaient être poussés par le fait de traverser les océans. Il ne comprend pas, Ahmadou Yahya, qu'il y ait le phénomène de la halga. Ça ne vous a pas... Ça vous a pas interpellé? À part entière. On n'est pas on est toujours en C'est tête. très bien. Non, Alors mais faites attention à ce que vous dites. Si j'étais président de la conférence de presse, j'aurais dit au secrétaire général du RND, et il y a les migrants clandestins, ceux qui partent, ce qu'on appelle les haragas, mais il y a les migrants de luxe. Ce sont leurs enfants. Qui prennent normalement des visas, des billets d'avion, et qui sont bien installés là-bas. Et qui ne veulent pas vivre dans ce pays qu'ils gouvernent. Merci à vous pour cette première partie du Café Presse Politique. On se retrouve dans un tout petit moment. Restez branchés sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique, toujours en direct sur Radio M avec nos invités Slimane Lawari, Ihsan Qadi, Hassan Ouali et Mohamed Iwanoura. Nous allons parler maintenant d'une image, celle du ministre marocain des Affaires étrangères qui est venu en Algérie dimanche dernier pour la réunion du dialogue 5+5, une visite surprenante, même si elle était annoncée, mais beaucoup pariaient sur l'absence du ministre marocain des Affaires étrangères. Un peu d'autopromo, on avait publié sur le site Casbah Tribune la photo de l'accolade entre les deux ministres et il y avait eu 500 likes, c'est pas ça qui est important, mais c'était les commentaires. Tous les commentaires étaient des commentaires positifs sur une éventuelle réconciliation algéro-marocaine et à lire tous ces commentaires, on se dit que les Algériens et les Marocains en fait n'attendent que ça, avides de réconciliation. Est-ce que les deux peuples sont aujourd'hui, selon vous, avides de réconciliation? Une simple accolade entre deux ministres a pu raviver cet espoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je suis pas du tout d'accord parce que d'abord il y a des réseaux qui sont actionnés sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours représentatif de l'opinion. Voilà. Les réseaux sociaux? Si, un peu. De manière générale. Non, sur le thème précis. Sur le thème précis. Yassine, qu'est-ce que vous en pensez? Si je devais répondre en technocrate, entre guillemets, que je suis pas, il n'y a pas d'instrument de mesure, il n'y a pas de sondage. Donc on ne connaît pas la véritable orientation de l'opinion, même si on est en règle générale d'accord pour dire que l'opinion marocaine n'est pas aussi anti-algérienne que le sont les officiels et la presse malheureusement. Et pour dire la même chose également en Algérie, que les Algériens sont plutôt pro-marocains, en tous les cas ne seraient pas anti-marocains comme l'est le gouvernement et une grande partie de la presse. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement on a un besoin de rencontrer l'autre.
La semaine dernière, j'ai hésité sur l'événement de la semaine, l'image de la semaine. Je voulais citer le fait que le Ballon d'Or, parce que j'avais retenu le Ballon d'Or comme image marquante, l'entraîneur de l'année qui avait été sacré, c'était Badou Zaki. Oui. Et il y a eu un vrai moment dans cette cérémonie. Badou Zaki, qui au moment de récupérer la Coupe d'Algérie, avec Monsieur Tebboune, feu Premier ministre Monsieur Tebboune, lui avait proposé, lui avait suggéré l'ouverture de la frontière. Il a dit, j'ai un seul vœu, c'est l'ouverture de la frontière. Je pense qu'il est l'expression d'une vraie demande sociale dans les deux pays. Et on ne sait pas à ce jour quelle a été la réponse de l'ex-Premier ministre. J'ajouterais à ça, s'il te plaît, parce que l'image, parce qu'il a parlé de Badou Zaki, moi j'avais publié sur Facebook à l'époque un post où je disais que j'étais plutôt pour l'entente, parce que j'ai un penchant pour l'entente au détriment du CRB, mais que j'étais content pour Badou Zaki parce le pauvre, il a souffert de racisme en Algérie. Il a souffert de racisme anti-marocain. Une fois. Et c'était à Béchar, paradoxalement. Une fois. Il a été attaqué à Béchar pour son caractère marocain. Au sein même de son club. Même au sein de son club, il y avait des partis, qui étaient liés à des luttes internes, effectivement, mais qui ont quand même utilisé le fait qu'ils soient marocains. Qu'est-ce que vous en pensez de cette accolade? On commence par vous, Mohamed Iwanouren. Est-ce qu'elle annonce du renouveau dans le cadre de la relation maroco-algérienne? Je ne pense pas que ça annonce du renouveau dans les relations algéro-marocaines. Ça va rester au niveau statico. Pour la demande sociale, elle est là. Les deux peuples, en tout cas, les rapports entre les Marocains et les Algériens n'ont rien à voir avec les rapports des gouvernants, des deux gouvernements. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense, ce qu'a dit Slimane est vrai, il y a une tendance, parce que les Marocains ont toujours cette tendance d'exploiter cette demande sociale à leur faveur. Il faut l'ouverture des frontières, il y a le manque à gagner économique de l'absence de l'Union maghrébine, etc. Il y a du côté marocain, on exploite mieux cette demande sociale de l'Union, contrairement au côté algérien où on vante quelque part le génie algérien d'avoir maintenu les frontières fermées, etc. Or que c'est bête de maintenir des frontières fermées avec le Maroc. Voilà. Hassan Ouali, alors vous avez assisté en direct à cette accolade. Comment ça s'est passé en fait? C'était très chaleureux, c'était très amical, c'était très dans un grand respect. Stupéfiant un petit peu, non? Moi, je ne dirais pas que c'est stupéfiant, mais quand on reçoit un invité comme ça, et on n'invite pas quelqu'un pour lui tourner le dos. C'est pour bien l'accueillir d'abord, voilà, de la courtoisie. Et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux. Il faut dire quand même, parce que souvent des polémiques qui partent dans tous les sens et tout, qui alimentent un conflit qui ne devrait pas exister entre deux peuples, entre deux pays. J'allais dire entre un seul peuple. Parce que l'Afrique du Nord, quand même, c'est pas, les frontières ne devraient même pas exister. Alors là, les fermer. Seulement, le Maroc, c'est pas l'ennemi de l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas l'ennemi du Maroc. Il faut le dire. Même s'il peut y avoir des divergences politiques profondes, il faut pas y aller jusqu'au point de se faire la guerre permanente et de rater aucune occasion pour s'envoyer des missiles. Il y a des échanges permanents. La fermeture des frontières n'a pas empêché la rencontre des deux peuples. Au niveau des partis politiques, il y a de grandes amitiés politiques entre toutes les tendances politiques dans le milieu syndical, dans le milieu, chez les militants des droits de l'homme, dans le mouvement associatif, et surtout que beaucoup d'Algériens et d'Algériens passent leurs vacances au Maroc depuis quelques années. Et effectivement, d'un point de vue économique, les deux pays ont tout à gagner à ouvrir les frontières. J'ai écouté M. Sahel, comme nous tous, avant-hier sur les ondes d'Alger Chantaroua, où il disait la fermeture des frontières ne serait pas éternelle, sauf qu'il pose la problématique dans une vision globale, dans une stratégie globale. Il est favorable à l'intégration maghrébine, elle est économique, elle est politique, elle est historique, elle est culturelle. Maintenant, moi je pense que l'Algérie a un rôle à jouer. L'Algérie peut prendre des initiatives.
et ne pas rester au même niveau des polémiques. L'Algérie, si elle se considère comme un pays pivot dans la région, en Méditerranée, c'est un pays pivot dans l'Afrique du Nord, elle peut prendre des initiatives. Et quand on prend des initiatives, c'est cette capacité à discuter, poser sur la table les vrais problèmes, les vraies questions qui font objet de conflits et de les discuter. Parce que rester comme ça sur cette situation n'arrange les affaires de personne. Les polémiques n'arrangent les affaires de personne. On voit que les étrangers, l'Union européenne, qui est un partenaire de chaque pays de l'Afrique du Nord, ils demandent à ces pays de se regrouper, de réussir leur intégration. Je pense que nous avons plus d'éléments de rencontres, de réunions, de regroupements que d'éléments qui nous séparent. Et il reste effectivement la question du Sahara occidental. Moi, je suis favorable, je dois le souligner, favorable au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est les Nations Unies qui le disent. On peut régler ça. Au référendum la MINURSO, c'est quoi? C'est la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Est une forme d'autodétermination. En tout cas, l'esprit de la mission de la MINURSO, c'est ça. Il y a un conflit, il y a des désaccords profonds sur cette question. Quoique, des point de vue algérien, on commence à abandonner la question. Rappelez-vous la déclaration du secrétaire général du FLN à Marseille Dani qui avait dit, si je donne mon opinion sur le Sahara occidental, il va y avoir des problèmes en Algérie. Ça veut dire qu'il y a une tendance, en tout cas, à l'abandon elle n'est pas assumée ou elle est à peine assumée sur la question de Sahara occidental. Et surtout que, disons-le très franchement, la question du Sahara occidental, elle n'est pas portée par l'opinion de manière très populaire comme il y a quelques années. Donc vous ne représentez pas l'opinion, Hassan Ouali, sur cette question? Non, moi je représente ma propre opinion. Je ne prétends pas représenter une large opinion, une petite opinion dans notre société. En tout cas, ça serait mauvais de continuer à dire que le Maroc c'est notre ennemi et ou l'Algérie c'est l'ennemi du Maroc. Parce que demain, on va se retrouver. On va dire quoi finalement? On nous a raconté des salades pendant de longues années. On tourne comme ça la page. Il faut continuer à échanger avec les Marocains à différents niveaux. Et il faut dire aussi que l'Union du Maghreb est un corps malade. Elle a quand même été. Non, je pense qu'elle a quand même été fondée malgré l'existence du problème. En tout cas, l'Union du Maghreb est complètement abandonnée. Mais j'aurais terminé comme une chose. Il faut rappeler il faut bien que ça arrive. Voilà. Ça m'intéresse parce que je suis un Maghrébin, je suis nord-africain et je suis pour la Confédération d'Afrique du Nord. L'esprit des fondateurs, l'esprit du mouvement de libération était un esprit maghrébin. Vous êtes d'accord, la capitale, Slimane Aouari, sur ça? Moi, je me rappelle qu'au début de ce débat, il était question de renouveau des questions des relations algéro-marocaines. C'était une interrogation. Est-ce une opportunité? Oui. C'est ça l'intitulé du thème. Et moi, je poserais la question, pourquoi faire? Si c'est pour avoir des relations apaisées du genre de celles qu'on a avec la Tunisie ou à la limite avant avec la Libye, pourquoi pas? Mais je pense que les enjeux régionaux sont d'une telle ampleur aujourd'hui que ça va au-delà. Et il y a un problème de fond. Les regroupements régionaux qui sont construits sur la base d'un destin commun, d'une histoire commune, d'une culture commune, d'une géographie commune, sont d'abord l'émanation d'États démocratiques. Et il y a un tel déficit de démocratie et en Algérie et en Maroc qu'on ne peut pas en attendre quelque chose. Maintenant, moi, je suis étonné qu'on pose encore la question, est-ce que les Algériens et les Marocains s'aiment? Mais bien sûr qu'on s'aime. C'est évident. Est-ce que ça se traduit dans les faits, dans les relations, dans les projections, dans la prospective de nos gouvernements? Ça, c'est moins évident. Et j'aimerais bien revenir par la suite, parce que je vais céder la parole à Hassan, j'aimerais bien revenir sur la question. Sur quoi? C'est revenir sur quel? Sur la question du Sahara occidental. Ah ben c'est très important ce que dit Slimane. Il dit, ok, on va avoir demain les meilleures relations du monde avec le Maroc. Et alors?
Et alors, on a aussi de bonnes relations avec la Tunisie, avec la Libye. On n'a pas de bonnes relations avec la Tunisie. Qu'est-ce qu'on a fait? Il se passe rien. Hein. Oui, c'est une relation apaisée. C'est pas une relation conflictuelle. C'est pas grand-chose. L'enjeu, c'est ça. Des relations apaisées. L'enjeu, c'est le grand ensemble. Slimane l'a dit. L'enjeu, c'est nous ne pouvons pas exister dans le monde d'aujourd'hui déjà, mais a fortiori dans celui de demain, en étant l'Algérie avec ses 55-60 millions d'habitants dans 10-15 ans. Ça ne fait pas le poids économiquement. On a besoin d'un grand ensemble. Le grand ensemble, on l'a déjà dessiné. Il va de Nouakchott à Benghazi. C'est un ensemble qui se tient, qui est consistant, qui est intégré. Il y a une continuité continentale, territoriale. Il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui peuvent se prévaloir de ça. Il y a une proximité culturelle, linguistique. On oublie souvent l'Égypte. L'Égypte, si on arrive à le construire, l'Égypte peut rentrer. Mais l'Égypte dans l'ensemble dans l'observateur. Dans l'ensemble africain, on oublie absolument. l'Égypte. L'Égypte est d'un tel poids économique, elle est beaucoup tournée vers le Moyen-Orient. Mais c'est vrai que si tu construis demain le Maghreb, tu as la vocation à satelliser l'Égypte dans cet espace. Et cette possibilité-là, ce à quoi l'Égypte n'a jamais fermé la porte. Voilà. C'est extrêmement important. Et moi, ce que j'ai envie de dire, on a eu le débat ici de savoir si la sortie de Abdelkader Msahel était juste une bavure ou si c'était une politique, un changement d'attitude vis-à-vis du Maroc. Et je crois qu'Akram Khalif avait dit que c'était réfléchi, qu'il y avait quelque chose à vouloir faire passer. Je m'excuse si c'est pas lui qui l'a dit, mais il y a quelqu'un sur le plateau qui l'a dit. Je voudrais juste dire qu'en termes de propos discourtois, on en a un par mois de la part des Marocains. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis pas au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais on en a plein, effectivement. Ouais, on le rappelle aussi. Ce que je vois, c'est de l'inconséquence. C'est de l'inconséquence. Tu tiens pas les propos qu'a tenu Msahel pour faire ce que tu avec. C'est indécent, c'est obséquieux. Voilà, soit tu es dans une politique d'agressivité, ce que je souhaite pas parce que c'est pas très utile. Moi, j'ai une autre pensée sur la question qui est peut-être un peu trop radicale. Dans le cadre du Polisario, il y a deux politiques possibles. Je vais peut-être choquer nos amis marocains. Il y a deux politiques possibles. Il y a la politique, on lève la main, on laisse le Polisario régler le problème directement et militairement avec les Marocains. C'est ça. C'était ça avant soit on lève la main et on les laisse se débrouiller avec les Marocains. C'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite. Mais deux politiques cohérentes. Soit on cherche une solution et on trouve une solution qui est une solution de compromis. Entre les deux, c'est négatif, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Entre les deux, ça ne va pas très loin. Voilà. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Je dis la même chose pour la Palestine. Je dis il y a deux politiques possibles. Au bout d'un moment, il y a deux politiques possibles. Je reviens pour finir rapidement sur mon déroulé. Moi, ce que je vois, c'est que en fait, l'Algérie n'a pas de politique sur la question du grand ensemble. C'est bouché avec les Marocains pendant longtemps. On n'a pas réussi à trouver la solution. Qu'est-ce qu'on a fait avec le reste du Maghreb? Il était possible. Tu disais tout à l'heure, l'Algérie est un pivot dans le Maghreb. C'est vrai que c'est un pivot. L'Algérie, c'est la Prusse du Maghreb. L'Algérie, c'est l'Allemagne de l'Union européenne. Sur le plan du poids du PIB, sur le plan du potentiel, sur le plan de la logistique, de l'emplacement géographique et tout ça, c'est l'Algérie qui est le pivot, qui est la puissance du Maghreb. Pourquoi l'Algérie n'avance pas avec la Tunisie pour créer un premier modèle d'échange intégré? On a eu la possibilité avec un président qui s'appelait Marzouki, qui a fait une ouverture spectaculaire, les 5 libertés des Maghrébins, circulation des personnes, circulation des capitaux et toutes les autres. On n'a pas, Bouteflika était absent, il n'avait pas de pensée, il n'avait pas de démarche maghrébine. On aurait pu avancer beaucoup avec les Marocains, avec les Libyens. La Libye de la post-indépendance. On aurait pu, dans un projet très généreux, contribuer à l'intégrer. Dans un projet, la Mauritanie aurait suivi. La Mauritanie est très proche de l'Algérie. Et à ce moment-là, le Maroc regarde du côté de la CEDEAO et regarde du côté de l'Union européenne. Tu crées un rapport de force. Le Maroc va venir taper à la porte d'un Maghreb qui est en cours de construction. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années-là? On aurait pu avancer. L'Algérie, de Bouteflika, n'a pas de vrai projet de grand ensemble. C'est elle qui peut le construire, elle l'a pas fait. C'est d'avant. Mais je pense que... Comment voulez-vous, un gouvernement qui ferme sa capitale à ses citoyens, comment voulez-vous qu'il développe de bons rapports avec ses pays voisins? Oui, c'est le déficit démocratique dont parlait Slimane. Moi, je pense que la seule question qui tient debout vis-à-vis du Maroc, c'est la question du Sahara occidental. Je suis tout à fait d'accord. Il faut faire pression sur le Maroc pour trouver la solution à ce problème. Le reste des problèmes, ce ne sont que des arguments, des prétextes qui ne tiennent pas debout pour maintenir ce mur-là. Mais de toute manière, c'est vrai que si on est en conflit,
longtemps entretenu avec le Maroc, même avec la Tunisie, il se passe pas grand-chose. Slimane dit des rapports, des relations apaisées, en effet, mais sans plus, il se passe pas grand-chose. En dehors des 1,5 million Algériens qui vont passer les vacances en Tunisie, il se passe plus rien. Et on n'a pas, la monnaie n'est pas. Te dit pourquoi ce 1,5 million ne reste pas en Algérie. Il y a encore pour reprendre ça, en Tunisie, c'est-à-dire à Tunis, il y a des bars, il y a des cabarets, il y a des boîtes, on peut circuler, on peut aller sur des plages, on n'est pas embêté, il n'y a pas d'islamistes qui débarquent pour dire qu'est-ce que tu fais avec ta femme, avec ta copine, c'est pas halal de boire du vin, il faut qu'on ferme nos bars. C'est le discours qu'on a ici. Où il y a en personne, mais c'est hallucinant. Il avait dit quelque chose de quand même d'ahurissant. Non, au Maroc c'est autre chose. Il avait dit Sharab Hashakoum. Comment ça Sharab Hashakoum? Qu'est-ce que c'est que ça? Un premier ministre qui peut dire ça? Il a dit, il a formulé comme ça, parlant du vin de Mascara. Au Maroc, dans les grandes surfaces, ce sont les filles qui vendent du vin. On prend la bouteille, la fille la passe devant le truc, voilée, hein. Elles vendent le vin. On vendait du vin dans les monoprix jusqu'aux années 90. Ça n'a pas, le Dieu nous a pas punis. Mais je veux dire, il y a un vrai problème en Tunisie. On a fait un choix, on veut se développer par le tourisme, par l'ouverture aux autres, on construit des grands complexes, on réunit les conditions d'un vivre ensemble. Il parle du plaisir de vivre. Il n'y a rien à Alger. Comment veux-tu qu'il y ait un plaisir de vivre à Alger? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. C'est une ville morte, Alger. C'était votre réponse à Ahmedou Yahya, Premier ministre. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir aux questions stratégiques. Un autre instantané pour Radio M. Non, moi je vais. C'est pas grave. Mais je veux dire, on n'a pas. Oui, Hassan le dit si bien. Il n'y a pas une vision stratégique. Est-ce que nous sommes dans une vision de construction nord-africaine ou pas? Non, parce que le Maroc, il est dans un statut avancé avec l'Union européenne. Il veut s'intégrer dans l'Union européenne. Il sort de l'Union, ce qu'on appelle l'Union maghrébine qui a disparu. La Tunisie, elle a un statut avancé. Et l'Algérie, le drame de l'Algérie, c'est qu'elle ne prend pas d'initiative. Merci. Elle a peur de prendre d'initiative. C'est un vrai problème. Et Slimane Lawari, on vous laisse le mot de la fin. Vous êtes le premier invité. C'est pas votre dernière participation au CPP. Vous êtes optimiste pour le Maghreb ou pas? Je disais tout à l'heure que les grands ensembles intégrés économiquement et politiquement sont l'émanation d'États démocratiques. Et tant que persistera ce déficit, je reste pessimiste. Je voudrais quand même dire un mot sur le Sahara occidental. Il faudra peut-être dire des évidences de temps en temps. Le problème sahraoui est un problème de décolonisation. C'est un problème de décolonisation consacré en tant que tel par les Nations Unies. Et je suis presque surpris qu'on en parle aujourd'hui en ces termes. Hein. Et l'Algérie est le pouvoir algérien est pratiquement à l'aise sur cette question. Tant qu'il restera inflexible sur les résolutions de l'ONU, sur la nature du problème, l'Algérie sera toujours à l'aise. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que le problème du Sahara occidental peut se régler, et il aurait pu se régler depuis longtemps sans le veto français. Et comme par hasard, c'est la France. C'est les avions français qui ont commencé, qui ont tué M. Mustafa Seyed à Nouakchott, qui sont aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qui opposent systématiquement son veto. Sinon, je pense que la question serait réglée depuis longtemps. D'autant plus que ni le Polisario aujourd'hui, avec le déclin de l'Algérie dans son soutien militaire, je veux dire, ni le Polisario, ni le Maroc n'ont les moyens aujourd'hui d'un conflit armé, d'autant plus que tous les mouvements de libération nationale qui, à un moment ou à un autre, n'ont pas eu les moyens d'une politique d'un conflit armé, ont fait la guerre de leurs moyens. C'est-à-dire l'action terroriste, entre guillemets. Voilà. Ils n'ont pas les moyens d'un conflit armé, mais les moyens d'une course à l'armement qui existe encore malheureusement aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. Merci à vous d'être venus à ce Café Presse Politique. Merci Hassan Ouali, merci Mohamed Iwanourani, Hassan Qadi et Slimane Lawari. Merci à vous également pour votre fidélité. On se dit à mercredi prochain sur Radio M.
Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.